Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Un pas important vient d'être franchi dans la marche vers la révision de la Constitution du 11 décembre 90. Le président de la République a transmis le projet de révision au Parlement le 15 mars dernier. C'est un document d'une quarantaine d'articles modifiés ou créés portant sur l'attelage institutionnel, le renforcement du système partisan, le renforcement des pouvoirs juridictionnels, la responsabilité des gouvernants et quelques aménagements techniques. Pour décrypter quelques axes du projet, la télévision nationale reçoit ce soir professeur Dandy Nyamou, agrégé des facultés de droit, vice-présidente du comité technique sectoriel sciences juridiques et politiques du CAMES, administrateur de la facilité juridique de la BAD, je vais y arriver, chef du département droit public. Bonsoir, madame. Bonsoir, Célestin Mara. Serge Prince Agbodjan, juriste et analyste politique. Bonsoir, monsieur Prince Agbodjan. Le plateau et bonsoir les téléspectateurs. Et puis Wilfried Léandre Ngbeji, directeur de la communication à la présidence de la République. Bonsoir, monsieur Ngbeji. Bonsoir, monsieur Mara. Chers invités, bonsoir à tous. Une fois encore, merci d'être là. Même en 4 heures, on ne pourrait pas décrypter la quarantaine d'articles de ce projet. Je vais nous proposer un débat en 2 temps. D'abord, qu'on regarde un peu la procédure de révision et que dans un deuxième temps, on puisse voir les grands axes du projet. Monsieur Ngbeji, le président de la République a sollicité du Parlement l'examen du projet en session extraordinaire et en procédure d'urgence. Pourquoi en procédure d'urgence? J'ai entendu la doyenne d'âge du Parlement dire qu'il n'y avait rien d'urgent. Je vous ai aussi entendu, je crois, sur une radio privée apporter des éclairages sur cette procédure. Qu'est-ce que vous en dites sur la télévision nationale? Je vous remercie pour l'opportunité et pour ce plateau qui devra permettre d'éclairer un peu la lanterne de nos compatriotes en attendant que les débats se poursuivent ailleurs pour amener les uns et les autres à un niveau de compréhension, d'assimilation du projet qui favorise la bonne marche des choses. Je ne voudrais pas émettre d'opinion sur la pensée de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale parce qu'elle est dans son rôle, elle est députée, elle a été élue et elle est libre d'apprécier les tests ou les projets qui sont soumis à l'Assemblée nationale en tant que députée. Je voudrais cependant faire observer que le président de la République, autant que les députés, a le droit de demander à l'Assemblée nationale de se prononcer sur certains tests. En l'occurrence, ici, la Constitution du 11 décembre 90 lui donne le droit, concurremment avec l'Assemblée nationale, de solliciter une révision de la Constitution. Les sessions de l'Assemblée nationale se tiennent en session ordinaire et en session extraordinaire. Et parfois, en fonction des enjeux, des sujets à débattre, ils peuvent être étudiés, examinés en procédure d'urgence. Le gouvernement a considéré que la première session ordinaire de l'année 2017 au niveau de l'Assemblée nationale va s'ouvrir dans les prochains jours. Or, l'Assemblée nationale est en session extraordinaire. Sachant qu'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale dure maximum 15 jours et que la présente s'en va finir, le gouvernement a considéré qu'il va s'écouler un délai d'à peu près 21 jours d'ici à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Et donc, il a entendu profiter de ce temps qui reste pour demander de l'Assemblée nationale l'étude en procédure d'urgence et en session extraordinaire du projet de révision de la Constitution, sachant par ailleurs que lorsqu'il prend l'initiative d'inviter l'Assemblée nationale à se réunir en session extraordinaire, le gouvernement en définit l'ordre du jour. Voilà techniquement, juridiquement, ce qui explique la démarche entreprise par le gouvernement. Professeur Nyamou, ça vous convainc, cette démarche? Il y a urgence ou vous dites que c'est le droit du chef de l'État de le faire? Écoutez, je vais commencer à dire que moi j'ai éprouvé une certaine perplexité face à cette procédure d'urgence, à l'examen de notre loi fondamentale en session extraordinaire. Comme l'a si bien dit Wilfried Léandre Ngbeji, la session extraordinaire dure 15 jours. Et donc, parler de ce qui définit notre vouloir vivre ensemble en 15 jours, il m'a semblé que c'était court. Mais si je vais dans le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur distingue la procédure législative ordinaire, la procédure d'adoption des lois de finances
et les procédures législatives spéciales. Et c'est dans les procédures législatives spéciales qu'on a et le référendum et la révision constitutionnelle. La procédure d'urgence dont parle Wilfried Léon Doumbedji est uniquement cantonnée à la procédure législative ordinaire. Donc il me semble que là-dessus, d'avoir accolé à la fois la session extraordinaire avec la procédure d'urgence, c'est une mécompréhension du règlement intérieur. Donc je ne partage pas. Vous êtes en train de me dire que disons, la démarche du chef de l'État n'est pas en cohérence avec les textes, c'est ça? Le règlement intérieur est clair. Vous avez une procédure législative ordinaire. Et c'est dans le cadre de cette procédure législative ordinaire que vous avez la procédure d'urgence. Et ensuite, vous avez les procédures législatives spéciales. Et dans le cadre de ces procédures législatives spéciales, vous avez l'accès au référendum et la révision constitutionnelle. Donc, si nous restons dans la lecture du règlement intérieur, on ne pourrait pas accoler à la fois la session extraordinaire et la procédure d'urgence. Prince Aboujan, qu'est-ce que vous en dites? On va aller très rapidement parce que le fond du débat... Bon, je me suis demandé pourquoi encore cette difficulté par rapport à cette notion d'urgence. Je fais mienne la lecture juridique de professeurs sur la question de l'urgence. Est-ce que le président de la République a le droit de demander au Parlement l'examen d'un projet dans la Constitution et dans le règlement intérieur, le président de la République peut demander qu'une loi soit votée en procédure d'urgence. Et j'ai eu comme l'impression dans la pratique des gouvernements qui sont toujours passés ici, compte tenu même de, je me demande si c'est pas dans la pratique, cette notion d'urgence se met régulièrement pour que le document sorte. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Mais ce qui est important qu'il faut rappeler, c'est que nous ne sommes pas dans le contexte d'une loi ordinaire. Nous sommes dans le contexte d'une loi spéciale qui est la Constitution du 11 décembre 1990, c'est-à-dire la loi fondamentale qui réglemente la vie dans notre pays. On ne peut pas, j'en viens, oui. On ne peut pas l'aborder comme une loi ordinaire. On ne peut pas l'aborder. Mais comme elle le dit, est-ce que si on est d'accord que c'est un projet important, qu'il faut examiner en procédure d'urgence, en 15 jours, c'est possible? Non, j'en viens pour dire que si nous regardons la portée de la réforme que nous voulons faire, et d'ailleurs la Constitution l'a cadré carrément en donnant une procédure spéciale au niveau de l'article 153, 154, 155. Donc, c'est une mesure spéciale. On ne peut pas le traiter comme, disons, comme les lois ordinaires. Mais j'en ajoute. Donc, vous me dites, la démarche du chef de l'État, elle est normale, elle est légale, elle est juste. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que la loi donne la possibilité au président de la République de demander une procédure d'urgence sur des lois. Et notamment, comme l'a dit le professeur, les lois ordinaires. Mais nous sommes ici dans le contexte d'une loi spécifique, spéciale qui nécessite une analyse spéciale de la question. Donc, envoyer cela et dire que c'est dans une loi ordinaire, on peut rapidement, 15 jours le faire, vous aurez la réaction. Et je voudrais ajouter un élément important que j'ai trouvé et qui m'amène à dire qu'il faut qu'on fasse attention. Vous voyez, dans ceux qui font de la démarche qualité et ceux qui font des démarches ISO, en indiquant les principes de la qualité, il y a un septième qui dit que pour prendre une décision, il faut faire une analyse factuelle. Il semble que le fait de mettre procédure d'urgence dans le cas d'espèce nécessitait systématiquement une réaction des gens. Parce que vous êtes au Bénin, vous avez constaté que les Béninois ne comprenaient déjà pas la procédure, comme si on leur cachait la procédure, comme si il y avait des choses qui se faisaient en dehors. Et bref, on envoie le document le lendemain, et aussitôt on dit, on veut une procédure d'urgence, c'est nécessaire pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un problème. Très bien, on va avancer. Oui, réaction de M. Ngouye. Un petit éclaircissement. Je souhaiterais qu'on ne se plante pas sur... Non, ça va aller très vite en 30 parce qu'on a beaucoup de choses à... Un petit éclaircissement pour dire que, comme il est indiqué dans les textes que le chef de l'État
a la possibilité de demander à l'Assemblée nationale de se réunir en session extraordinaire sur un projet de loi, il n'a fait qu'utiliser à ce jour cette prérogative. Après, l'opportunité de le faire appartient encore une fois à l'Assemblée nationale. Et c'est à elle de décider si effectivement, en l'espèce, elle se réunit en session extraordinaire. Mais je voudrais expliquer encore pourquoi une session extraordinaire. Nous sommes tous d'accord que c'est justement une loi spéciale. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a entendu demander une session extraordinaire pour qu'en 15 jours, en dehors des travaux préliminaires dans les commissions, on ne parle que de ça. La difficulté pour... 15 jours, ça pourrait suivre? Non, l'Assemblée nationale peut clore une session extraordinaire et en ouvrir une autre. La difficulté à l'intérieur d'une session ordinaire serait qu'il y ait, comme d'habitude, une foultitude de projets ou de propositions de loi à étudier et que le temps matériel ne soit pas dégagé pour s'occuper précisément de cette question. Pour qu'on avance une question oui ou non, là on ne va pas faire beaucoup de polémiques, c'est pour éclairer les Béninois, la révision, en tout cas le projet, n'entraîne pas une nouvelle république. Non, il faut qu'on soit clair. Il n'y a de nouvelle république que dans le cas d'un pouvoir constituant, un pouvoir constituant originaire. Ici, on est dans un pouvoir constituant dérivé, donc le pouvoir de constitutionnalisation est limité. Donc, on part de la Constitution du 11 décembre 1990 pour dire qu'on veut la modifier. Donc, pas de nouvelle république. Très bien. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. J'allais juste ajouter que un commentaire, c'est ça. J'ai trouvé, à mon avis, l'analyse de ce sujet dans le projet qui est envoyé, je trouvais une certaine fébrilité. Pourquoi on est obligé de faire un article pour préciser que nous ne sommes pas dans une nouvelle république? Oui, c'est important parce que dans l'esprit des Béninois, beaucoup se demandaient, tout le monde n'est pas juriste, la majorité des Béninois, ce n'est pas des juristes. Mais je pense que... je crois que c'est maintenant clair dans la tête. C'est entendu pour les gens comme... C'est ce que je dis. Comme mon ami... Mais ce n'est pas clair dans la tête de tout le monde. Pour le professeur, c'est entendu. Mais nous sommes dans un environnement politique de suspicion, d'intoxication et de laboratoires en tout genre qui fabriquent de tout. Donc, la démarche du gouvernement, c'est de rassurer l'opinion pour dire, et c'est ça qui nécessite justement que ce deuxième article du projet envoyé à l'Assemblée nationale renseigne précisément, sans ambiguïté, que cette révision n'entraîne pas une nouvelle constitution, qu'il ne s'agit pas de la réécrire et qu'elle n'induit pas non plus l'avènement d'une nouvelle... J'allais juste dire que cet article, nous sommes obligés de la modifier le jour où nous aurons à modifier la Constitution un jour. Si nous voulons faire une révision, une autre révision un jour, nous sommes obligés d'aller sur cet article de 10. Cette fois-ci, nous sommes obligés de ne pas faire une nouvelle Constitution. Monsieur Prince Abodjan, maintenant les phases de la révision en elle-même, le projet est déposé au Parlement. Je pense qu'il va être examiné d'abord par la Commission des lois. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On parle de 3/4 ou 4/5 pour que ça passe. Moi, je ne pense pas faire des débats sur des sujets qui, pour moi, sont des évidences, selon moi. C'est quoi les évidences? Les évidences, pour moi, c'est que je disais qu'après avoir déploré sur votre télévision, sur l'ORTB déjà, que je n'ai pas compris le temps qui a prévalu entre le dépôt de rapport de la commission Diogbenou et la prise du décret. Pour moi, ça cassait le rythme de la procédure qui était lancée, selon moi. Et il fallait faire ce débat que nous sommes en train de faire un peu plus tôt. Donc, on ne l'a pas fait, c'est regrettable, et on en vient. Maintenant, venant à la Constitution dans sa lecture stricte, ce que moi j'aime bien faire, c'est que, vous voyez, c'est maintenant que nous avons déclenché le processus de révision. Parce que, je l'ai déjà dit quelque part, nulle part il a été mis dans la Constitution qu'il fallait mettre en place une commission, qu'il fallait écouter les gens, qu'il fallait... nulle part. L'article 154 dit que 2 personnes ont l'initiative de la révision. Il s'agit du président de la République, il s'agit des députés de l'Assemblée. Si c'est les députés de l'Assemblée, ils déposent une proposition de loi. On ouvre la procédure. Si c'est le gouvernement, il dépose un projet de loi, mais qui est adopté en Conseil des ministres. Je crois que c'est seulement la semaine dernière que nous l'avons connu. Donc, c'est maintenant que nous entrons dans la phase. Et pour aller plus loin dedans, pour moi, les choses sont claires, très claires. On dit, lorsque la proposition, le projet arrive, il y a d'abord un premier vote
la prise en considération. Ce projet-là, est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Oui, nous sommes d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et il a été indiqué qu'il fallait le faire à la majorité des 3/4. Les 3/4, oui. L'article 155 dit maintenant, écoutez, dès lors que vous faites le débat sur la prise en considération et que vous êtes d'accord, et maintenant, on vote sur l'approbation du document. Et à ce niveau, le constituant dit, si le projet n'est pas adopté à moins de 4/5, vous irez au référendum. Si c'est adopté au 4/5, on ne va plus au référendum. Moi, c'est la lecture simple que j'ai de l'article 154-155. Très bien. Madame, ce qu'il dit est clair. Je pense que ce n'est pas à vous, je vais l'apprendre, mais j'ai entendu un professeur agrégé qui est de surcroît était membre de la commission dire dans la presse, j'ai noté, il dit le référendum n'est pas une option, c'est la seule issue. Je parle du professeur Joël Aïvo. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne vais pas opiner sur le fait que le référendum soit la seule issue. Et il se fonde sur le fait que le chef de l'État avait, je le reprends, donné, disons, pris un certain engagement de consulter le peuple. La Constitution offre 2 voies pour la modifier. La voie référendaire, la voie parlementaire. On peut déplorer le fait qu'on ait choisi de passer par la voie parlementaire. Pourquoi on devrait déplorer? On devrait le déplorer parce qu'une constitution, c'est l'âme d'une nation. Et comme c'est l'âme d'une nation, il faut qu'elle soit pétrie en communion avec le peuple. On est, c'est vrai, dans un régime constitutionnel où on a laissé la place à la démocratie représentative comme à la démocratie directe. Mais il faut bien comprendre que dans un processus, la charte africaine de la gouvernance, le protocole de la CEDEAO rappelle qu'il faut un consensus, comme d'ailleurs notre Cour constitutionnelle en 2006 l'a fait. Oui. Et ce consensus-là, on nous dit au niveau de la charte africaine. Qu'est-ce qu'on met dans le consensus? Au niveau de la charte africaine, on nous dit, à défaut du consensus national, il faut au moins le référendum. Mais qu'est-ce qu'on met dans le consensus? Le consensus, c'est vraiment une prise en compte au niveau du processus même de la révision, pour ce qui nous concerne ici, d'un accord de la majorité pour aller vers cette révision. Encore une fois, le consensus n'est pas l'unanimité, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a un rassemblement autour de cette idée de révision. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les députés étant nos représentants, ça ne pose pas de problème? Sur le plan juridique, je pense que là-dessus, aucun juriste ne le contestera. Il y a, sur le plan juridique, les 2 voies. Maintenant, sur le plan politique et sur le plan de nos aspirations, c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas utiliser la voie référendaire. On peut le regretter. Mais ici, ce qui, moi, m'interpelle, c'est la démarche de prise en compte d'appropriation du projet par le peuple béninois. Et pour cette démarche d'appropriation, il est important qu'on regarde les bonnes pratiques, les meilleures pratiques dans le monde. Monsieur Mbouidi, quand le professeur Aïvo dit qu'on ne peut pas redéfinir le destin politique d'un pays sans l'opinion publique, qu'est-ce que ça vous dit? Je ne suis pas encore professeur. Et donc, je ne m'aventurerai pas à apprécier les propos du professeur. Je me bornerai à vous dire ma lecture de la situation. Votre lecture. Vous prenez la Constitution du 11 décembre 1990. Elle enseigne en son article 4 que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus qui sont les députés et par voie référendaire. Ça, c'est l'article 4 de la Constitution. On sait par ailleurs que dans les processus de révision de la Constitution, on peut procéder par une assemblée constituante. Et le professeur l'a rappelé tout à l'heure. En la matière, vous avez la constituante dérivée, qui suppose que la Constitution en vigueur, en pratique, au moment où elle va être révisée, a prévu comme modalité de sa révision le recours à une constituante, celle-là, elle est dérivée. Et vous avez la constituante originaire, qui suppose que la Constitution en pratique ne l'est pas prévue, et la constituante originaire intervient généralement lorsqu'il s'agit d'écrire carrément une nouvelle Constitution. L'un mis dans l'autre,
vous vous demanderez si, dans le cas d'espèce, nous nous retrouvons bien en situation où on peut procéder comme cela a été dit. Cela n'a pas été prévu ainsi. Et je reviens aux articles 154 et 155 de la Constitution. Si vous faites une analyse logique du premier alinéa de l'article 155 et une analyse juridique, vous vous rendrez compte que le référendum dont parle le constituant de 90 est une condition de l'absence du vote de 4/5 par les députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est une subordonnée conditionnelle si cela existe. Okay. Et donc, c'est peut-être pour faire trouver le change que la Cour constitutionnelle, c'est vrai, a rendu une décision pour dire que les révisions de la Constitution dans notre pays devraient intervenir en recherchant le consensus. Mais je vais rappeler, quand j'en parle, le contexte dans lequel la révision de 2006 est intervenue et qui a obligé la Cour à nous parler du consensus. Ce fut une initiative des députés et des seuls députés en contradiction avec la position du gouvernement alors, parce que les députés envisageaient de faire des économies au gouvernement en repoussant les législatives de 2007 à 2008. Le gouvernement, de son côté, disait « j'ai les moyens d'organiser les législatives, donc moi je suis prêt ». Et donc, parce que les députés ont mené rondement l'opération, sans l'avis du gouvernement, la Cour a conclu qu'il n'y a pas eu de consensus. Maintenant, si on n'est pas dans le schéma d'une constituante originaire, comment rechercher le consensus? Parce qu'en ce moment-là, l'Assemblée qui s'est réunie, qu'on appelle constituante originaire, aurait été l'expression, à défaut de faire l'agora de la recherche du consensus. La démarche entreprise par l'État, à savoir la mise en place d'une commission qui travaille, et Prince Agboyan rappelait que ça n'est pas une condition, ça n'est pas une exigence. Pourtant, ça a été fait. Je ne vais pas postuler que là, on a le consensus, mais c'est déjà une démarche pour dire, ça va être mon projet, mais je suggère que les gens de divers horizons en parlent. En tout état de cause, est-ce qu'en droit, il serait pertinent aujourd'hui pour le chef de l'État, comme pour tous les acteurs, de dire, hors la procédure législative, nous recourons directement au référendum. Le référendum n'adviendra que lorsque les députés auront voté à moins de 4/5 la validation du projet. Autrement, la Cour constitutionnelle elle-même sera là. Et les juristes qui pensent le contraire seront là pour nous dire « vous n'avez pas respecté la procédure, Parfait. Voilà pourquoi la Cour vous rétoque ». Prince Agboyan, une fraction de seconde, je ne voudrais pas trop de commentaires. Le projet peut être amendé avant d'être adopté par le Parlement. Répondez. Tout à fait. Le droit d'amendement est un droit constitutionnel qui est prévu dans le règlement. Et j'allais même ajouter... Ça veut dire qu'on pourrait s'en sortir avec un projet différent de celui envoyé par... C'est sûr, parce que ce que nous avons dans la Constitution, là, nécessite forcément qu'on revoie là-dessus. Et justement, on va y aller. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? J'ai dit on ne peut pas... éplucher ce soir les 43, je pense 43 ou 44 articles. On va aller dans le fond en choisissant quelques axes importants. Et je commence par ce qu'on appelait le nouvel attelage institutionnel. D'abord, pourquoi un alignement de la durée des mandats, ce qu'on appelait les mandats électifs principaux, président de la République, Assemblée nationale, collectivité territoriale, élu pour 5 ans. Comment vous l'expliquez, madame? Écoutez, moi je ne peux pas l'expliquer. Mais je vais vous dire ce que je pense sur le fond de ce projet-là. Vous savez, on nous a dit pour la commission qu'on devait procéder à un rééquilibrage des pouvoirs. Et malheureusement, je ne vois pas le rééquilibrage, même avec cet attelage. Le Parlement est dépossédé. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont aujourd'hui... Laissez-moi terminer. D'accord. Dans le rééquilibrage, on a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On a dit qu'on allait départir le pouvoir exécutif pour pouvoir permettre d'équilibrer avec le pouvoir législatif et judiciaire. À moins que je me trompe, le président dit « je ne suis plus président de la magistrature suprême ». Ça, c'est un épiphénomène. D'accord. C'est un épiphénomène. Vraiment, les députés de l'Assemblée nationale vont se voir déposséder au moins de 2 droits. Le premier, c'est le droit d'amendement pour les lois organiques qui vont concerner l'administration publique. Première chose. Pourquoi ça va se faire? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu dans le projet.
c'est ce qui est prévu. Deuxième chose importante, dans un contexte où nous savons que nos députés... Je constate que M. Abouya est en train de dire que c'est ça, c'est ça? J'en viendrai, moi je vais aller en détail. Pour ce qui concerne les députés toujours, ils vont être dépossédés de l'endroit où ils font le contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les accords de financement. C'est vraiment à l'occasion des conventions de financement que nos députés prennent le temps de la discussion véritablement et contrôlent l'action du gouvernement. Alors, si ces deux points-là, et enfin sur un troisième point, toujours pour ce qui concerne le pouvoir législatif, le système partisan. On nous a dit que dans le nouveau projet, c'est marqué d'ailleurs, 10% de... 10% voilà. Sur le plan national pour avoir des sièges, 5% des circonscriptions électorales, être présent, avoir 5% des circonscriptions et 5% sur les 25. Ça veut dire 5 circonscriptions. J'ai essayé de faire un calcul rapide, ça fait 4,8. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut avoir 5 circonscriptions. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs partis qui vont disparaître. Alors vous me direz, c'est peut-être une bonne chose. Justement, c'est de réduire... Oui, mais à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, nous avons 11 partis politiques. Nous nous plaignons, enfin 11 partis ou alliances de partis, nous nous plaignons des 200 ou 300 partis politiques qui existent. Ici, on en a 11. Si je fais le calcul rapidement, ça veut dire que la RBRP ne devrait plus exister. Ça veut dire que le PRD ne devrait plus exister, le FDU, parce ils ne sont pas présents au minimum dans les 5 circonscriptions. Il faut 5 circonscriptions. Ça veut dire que existent ces partis politiques. Alors, cela m'interpelle, parce que sur ces partis politiques-là, justement, on sait, financement des partis politiques, la charte des partis politiques a prévu qu'on devait donner au moins 5 millions par député. Donc nous avons glosé pendant longtemps sur le financement des partis politiques, mais le financement se fait par le biais de la charte des partis politiques. 5 millions au minimum par député élu par an et le financement des campagnes. Les frais de campagne sont remboursés. Donc je comprends qu'il y ait un élan important. Je l'accompagne même pour rationaliser la présence au niveau de l'Assemblée nationale. Mais cet objectif-là, pour avoir des partis nationaux, ne sera pas un objectif atteint. Parce que vous pouvez être uniquement sur 5 circonscriptions du Nord et puis être un parti politique, ou sur 5 circonscriptions du Sud, avoir les 10% et avoir les 5 et 5%. Donc vous voyez que sur ce plan-là, ça m'interpelle. Le pouvoir judiciaire, puisque c'est les 3 pouvoirs, oui. Le pouvoir judiciaire, les juges judiciaires, ils avaient le pouvoir de rendre la justice au nom du peuple. On l'a enlevé. Alors, il n'existe plus dans le projet qui est proposé. Alors, c'est peut-être un détail, mais ça participe aussi de l'équilibre des pouvoirs. Le peuple agit par le biais des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale, exécutées par le président de la République. Et quand il y a un différend dans l'application de ces lois-là, c'est la justice, c'est le pouvoir judiciaire qui agit ainsi. Juste pour terminer, je vais terminer là-dessus. Cet équilibre est biaisé. Je vais avoir le procès de vous donner beaucoup de paroles. Oui, mais vous inquiétez pas, je me tairai après. Nous avons modifié complètement la Cour constitutionnelle. On a essayé de montrer là... On passe de 7 membres à 9. Oui, mais voyez, pour la Cour constitutionnelle, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que la Cour constitutionnelle a failli? Est-ce qu'elle a failli au point où nous ayons besoin de la modifier? Même si elle n'a pas failli, on peut l'améliorer. Non. L'amélioration doit partir des tares que nous avons reçus de cette sur Cour. L'ensemble de ces questions. Je voudrais... Je donnerai le même temps. Non, je remercie pour cette question. Et je puis vous dire que lorsque j'ai lu le test, j'étais tout malheureux. Ah bon? Très malheureux. Parce que je me suis dit une fois encore... Mais je vais faire une confidence à nos téléspectateurs, parce qu'en vous invitant... moi, je pensais plutôt que vous êtes d'accord avec le projet. Non, donc, je dis et je répète que... casting, ça ne se dit pas sur un plateau de télévision. Vous l'avez mal fait. Si c'est ça, vous l'avez mal fait. Bon, parce que le test que j'ai reçu... Les téléspectateurs comprendront qu'on a fait un mauvais casting. le test parce qu'on ne mettrait pas un agrégé, un autre juriste face au directeur de la communication. Si c'était en soutien, c'est... Non, c'est pas un soutien. Sur cette question... Nous pensions que vous avez une lecture dans le sens de ce que... Non. J'ai été
très déçu. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Vous voyez, on ne fait pas de réforme si on ne fait pas de diagnostic. Nous avons fait des diagnostics. Nous connaissons le diagnostic de la pratique de la Constitution pendant 27 ans. Nous connaissons, vous appelez le Béninois aujourd'hui, il pourra vous le dire aisément. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que le président est allé dans ce diagnostic. Dans son nouveau départ, il nous a dit que le président a un pouvoir surpuissant, et qu'il faille agir pour le diminuer. Mais il l'a fait. Mais le président actuel est surpuissant. Expliquez-nous ça. Ah, mais j'en viens. Il est surpuissant parce que moi, je n'ai jamais vu comment un État peut fonctionner avec des éléments comme ça dans la Constitution. Plus la magistrature. Non. On l'a dit. Il y a des réponses que j'appelle laconiques. Par exemple, changer le président de la HAC sans aller dans le fond, sans lui permettre sans lui ôter ce pouvoir fort qu'il a pour pouvoir prendre des mesures conservatoires et fermer les presses, on n'aurait rien fait. Donc pour moi, changer le président de la Cour suprême, pour moi, enlever le président de la Cour du Conseil supérieur, le président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, ce n'est pas là le problème. Il faut voir les articles. Et j'en viens. Vous voyez, il y a un élément qui va vous surprendre aujourd'hui, que je le dirai de manière très claire. Le président de la République en République du Bénin, dans la Constitution du 11 décembre, n'est pas délégataire de l'exercice de la souveraineté. Je voudrais le dire de manière très claire. Ça dit que le Bénin n'a pas fait du président détenteur de la souveraineté. Vous irez voir à l'article 4, que mon ami a bien lu tout à l'heure, pour dire, déjà en chapeau comme principe, la souveraineté appartient au peuple. Article 3. Mise en œuvre, la souveraineté s'exerce conformément à la Constitution. Et l'article 4 vient nous dire que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Le constituant n'a jamais dit que le président de la République exerce une partie de la souveraineté du peuple. Et donc, comment accepter que dans le projet, le président lui dit, s'il y a des lois que vous allez voter, vous, à qui le peuple a donné la souveraineté, moi je dois donner un avis conforme. Mais ça veut dire qu'il est plus fort que notre Parlement, alors que la Constitution ne lui a pas donné ce mandat, cette force-là. On va plus loin. Il dit, dans ce même projet, mais écoutez, si je vais ratifier des accords que moi je suis allé négocier ailleurs, mais je le fais, je vous rends compte. Mais c'est dans la Constitution. Mais comment on peut aller chercher à enlever la surpuissance en mettant des articles comme ça? On va plus loin. En matière de lutte contre la corruption, l'impunité, mais c'est la totale. Mais on l'a renforcée de manière totale, où on a même dit... On a créé une Cour des comptes. Non, la Cour des comptes. Non, le problème n'est pas là. Lisez la Constitution. On est allé même dire que notre président de la République, en fonction ou non, je ne sais même pas ce que le ou non là est allé se mettre, en fonction ou non, il n'a même pas la possibilité d'être gardé à vue en détention provisoire, rien. Donc il est tout puissant, il participe, je le donne pour vous montrer le danger de l'affaire. On annonce qu'il y a un complot où un homme a été tué et on estime que le président en est l'auteur, en est l'instigateur. Je ne dis pas que ça s'est réalisé, oui. Mais lui, ce monsieur-là, parce qu'il est président de la République, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le garder à vue. On le coupe, il va, il revient, il va, il revient. C'est inacceptable. Voyez, je vais terminer. Il vous reste 5 secondes. Non, dans le temps que madame a eu. Parce que M. Oubédi va prendre le J'ajoute que... Le double. J'ajoute que... Lui, il va prendre le double parce que vous êtes dans le même sens. Non, on n'est pas... On s'est retrouvés, en tout cas sur le programme. Je vais plus loin pour dire... Mais voilà, lorsque je lis le projet, je me dis, mais chaque fois, les politiciens, ils aiment faire un complot sous le couvert du peuple. Mais ils s'entendent toujours. Vous voyez, on dit que le député, lui aussi, d'abord, on ne peut pas le garder à vue et tout, d'accord? Et on dit en plus qu'il y a des faits antérieurs qu'on ne peut pas
l'attaquer là-dessus, en lisant de manière simple. Donc, la question de l'impunité n'a jamais été réglée dans cette constitution. Alors que, si vous lisez le rapport de la commission qui a été mise en place, au moins, parce que lorsque vous avez le rapport, vous avez les annexes du rapport, vous avez le rapport même de la commission. Ça a été modifié, le rapport? Mais ils n'ont rien fait en matière de lutte contre l'impunité, ils n'ont rien fait de ce que les commissaires ont dit. Allez à l'annexe 16 de Vous avez eu rapport. le même temps, je vais donner la parole. Non, pour dire que sur des questions précises, et je vais terminer par la question que les Béninois reprouvent. Ils ne sont pas d'accord pour ça, tout le monde sait. Ils ne sont pas d'accord que nous ayons voté pour un député et qu'il aille là-bas, qu'on les négocie, qu'il vienne nous dire à la télé de manière, je dirais, honteuse, que moi, après analyse, je ne suis plus d'accord avec mon parti, et puis je vais ailleurs, ce qu'on a appelé la transhumance. Toutes les réformes que nous aurons à faire, qui n'intègrent pas ce volet, on l'aurait échoué. Et j'ai malheureusement constaté que la question de la transhumance n'a pas été prise en compte. Monsieur Ngouye, vous avez la parole sur ces 3 points, l'alignement des, des élections, les pouvoirs judiciaires et la toute-puissance du chef de l'État, selon ce que dit professeur Yamon. Mais je vous remercie. J'espère que j'aurai vraiment le temps pour développer tout ça, parce que j'ai écouté patiemment le professeur, sachant, Prince Abodjan, qui n'est pas moins sachant. Et puis, je crois qu'il y a des malcompréhensions sur certains points ou des lectures qui ne sont pas celles qui doivent être. Mais je voudrais rappeler d'abord pour le principe, et ça c'est vraiment pour nos concitoyens, rappeler que nous sommes dans le cadre d'un projet. Le chef de l'État, d'abord candidat, a fait des promesses quant à la révision de la Constitution. Devenu président de la République, il les a réitérées. Et certains axes forts de ce que la réforme devrait être ont été annoncés. Il vient d'engager la procédure en soumettant à l'Assemblée nationale un projet qui concentre les points forts qu'il a soumis à ses concitoyens qui ont été validés par son élection. Parce qu'il a été élu sur un programme. Et je rappelle que nous sommes encore dans le cadre d'un projet, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore dans la validation du projet. Le gouvernement et le souhait du gouvernement, c'est que le projet soit adopté. Le gouvernement et son chef, de bonne foi, ont soumis leur dossier à l'Assemblée nationale. Et je crois que leur souhait, c'est pas que ça soit modifié. C'est tel... Ah non, ils savent très bien que les députés ont le droit d'amendement et que ce ne sont pas des godillots, que les tests ne vont pas là-bas et par un tour de passe-passe vont sortir le lendemain, on dit voilà, c'est fait. Mais non, ils sont bien placés pour savoir que ça ne se passe pas comme ça. L'entendement du chef de l'État, c'est de dire à ses concitoyens, je vous ai promis que la réforme que je vais engager va contenir tel et tel point, et bien, pour moi, devoir accompli. Et cela me permet de venir à quelques points. Je ne répondais sans doute pas à tout. Impunité. Je ne suis pas sûr que mon ami et frère M. Abodjan ait lu totalement les dispositions qu'il a évoquées. Sinon, sur la question de l'impunité, l'état des lieux aujourd'hui, c'est quoi? La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement pour les faits graves commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi elle est devenue une juridiction? S'il vous plaît, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement pour les faits graves commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. C'est synthétisé pour dire que la Haute Cour de justice est compétente pour juger un ministre, qu'il soit en fonction ou non. Donc, un ancien ministre aussi. La réalité aujourd'hui nous amène à constater qu'il y a une sorte d'impunité qui prévaut. Or, l'exception de juridiction dont jouissent le chef de l'État et les membres du gouvernement ne devrait pas être perçue comme un privilège, parce qu'il y a une gravité attachée à une juridiction d'exception comme la Haute Cour de justice, parce que c'en est. Mais la réalité de notre pratique nous a amené à constater qu'il y a une sorte d'impunité. Que dit le projet envoyé par le gouvernement aux députés? Ce projet rappelle le principe posé par la Constitution en vigueur en cette disposition actuelle et ajoute maintenant, vous avez oublié, a juste précisé, parce que la déclinaison de dire qu'il soit en fonction ou non n'est qu'une précision de ce qui est dans la Constitution actuelle, mais le projet ajoute que pour tous les autres faits, le chef de l'État, il est sujet
au droit commun. Je crois que vous faites une erreur entre l'exercice des fonctions et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'en fait, il faut pas que nous bavardions pour rien, parce que justement... On bavarde pas ici, on explique, justement, par rapport à la responsabilité des gouvernements, le projet de loi bavarde. Ça veut dire quoi? Le projet de loi constitutionnelle bavarde, ça veut dire qu'il n'est pas clair, il n'est pas accessible, il n'est pas intelligible. Vous voyez, il fallait distinguer ce que la loi veut faire. À l'occasion, c'est quoi la différence? Non, à l'occasion de l'exercice des fonctions, de façon simple, c'est que j'ai décidé en tant que président de la République de construire un bâtiment. Et dans la construction de ce bâtiment-là, il y a des difficultés, des fraudes, on va dire, c'est dans l'exercice des fonctions. Donc, je suis dans l'exercice de mes fonctions. Mais ici, ce qu'on veut distinguer, c'est les actes détachables de la fonction et des actes dans la fonction. Or, si vous lisez le document, c'est les membres du gouvernement, lorsqu'ils ne sont pas en fonction. Ça veut dire quoi? Ils sont des anciens membres. Oui, vous pouvez lire toutes les dispositions. Non, mais justement, ça, c'est justement pour montrer qu'il y a dans cette disposition sur la responsabilité des gouvernants, et je suis sûre que ce n'est pas ce que le gouvernement a voulu passer, mais ce n'est pas lisible. Et c'est pour ça que ce n'est pas lisible. Qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire? Attendez. Qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire? Bien sûr. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment distinguer les actes qui sont attachés à la fonction et donc que l'on fait dans l'exercice des fonctions et les actes qui sont détachables de la fonction. Parce qu'en réalité, ce que veut dire le gouvernement, si j'ai bien compris le scope, c'est de dire quand quelqu'un est ministre, qu'il ait fait ces activités-là à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou hors ses fonctions, genre il a cogné quelqu'un, ou l'exemple que vient de donner Prince Abodjan, de dire il y a un meurtre, de dire même dans ce cas-là, on pourra le prendre. Mais là, on va distinguer la juridiction spéciale qui est la Haute Cour de justice, qui devient une cour ad hoc, de la juridiction de droit commun. Non. Et c'est ça qui n'est pas assez bien. C'est Wilfried Ngouidji qui avait la parole. Vous allez réagir après. Monsieur Ngouidji. Alors, il n'a pas fini son Je peux comprendre. Je peux comprendre. Et j'espère que la régie sera indulgente ce soir pour nous accorder quelques minutes. Et surtout avec moi pour que j'ai assez de temps comme mes amis pour vous faire comprendre. Ah oui, mais il faut que j'explique aussi. Vous avez le temps d'expliquer. Allez-y, monsieur Ngouidji. Alors, je peux comprendre. Les questions d'interprétation, des dispositions, je peux comprendre ça. C'est très technique. Mais ce sur quoi je vais insister, je rappelle, même en ce qui concerne les ministres, j'ai dit le régime actuel établit une sorte d'impunité absolue. Mais vous prenez bien, le projet envoyé par le gouvernement distingue quand ils sont en fonction de quand ils ne sont plus en fonction. Quand ils ne sont plus en fonction, ils deviennent des citoyens comme vous et moi. Le premier juge peut aller les interpeller. C'est dans le projet envoyé par le gouvernement. Je ne sais pas si mes amis ont bien lu. Elle pose une question. S'il vous plaît, M. Marat, vous permettez que j'explique. Bien sûr. Le projet envoyé par le gouvernement dit bien que quand ils ne sont plus en fonction, ils n'ont plus cette immunité qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des anciens dirigeants intouchables. Non, ils deviennent un citoyen comme tout le monde. Et on peut les poursuivre pour des raisons. On peut les poursuivre pour les faits qu'ils ont commis pendant l'exercice de leur fonction. Dans l'exercice de leur fonction. On dit qu'il y a la mesure d'instruction est menée de façon spéciale. Un collège de 3 personnes, dont le doyen des juges, plus 2 juges, tirés au sort même. Donc, ils deviennent des justiciables comme n'importe qui, pour les faits même commis dans l'exercice de leur fonction. Le maintien de l'immunité, s'il vous plaît, le maintien de l'immunité, pendant qu'ils sont... Oui, peut-être, et je n'enseignerai pas au professeur que la Constitution, c'est le cadre général, et qu'elle n'ira pas dans tous les détails. Ça, ce n'est pas mon devoir. Donc, ce souci-là, il faut bien comprendre qu'on fait en sorte de ramener les dirigeants à un niveau d'accessibilité à la justice dès lors qu'ils ne sont plus en fonction. Le maintien de l'immunité pendant qu'ils sont en fonction participe d'un souci, c'est la cohésion de l'action gouvernementale. Mais lorsque Prince Abodjan rappelle que oui, pour certains faits, ils ne peuvent pas être mis en détention préventive ni gardés à vue. J'observe même la procédure spéciale qui leur est attachée aujourd'hui. Le projet du gouvernement dit lorsqu'ils sont mis en accusation, ils sont suspendus de leurs fonctions. S'ils sont condamnés, ils quittent les fonctions. S'ils ne sont pas condamnés, ils retrouvent leurs fonctions.
Non, s'il vous plaît, c'est quand même une avancée. Non, c'est Monsieur Abognan, on va le laisser mais je finir. crois que moi j'ai été suffisamment. C'est lui qui a la parole. Non, il faut lire l'article. Vous allez lire quand vous aurez la parole. C'est lui qui a la parole. Oui. J'ai été suffisamment sage. C'est lui qui a la parole. Vous écouter nous vous écoutons et d'écouter mon ami. Et je ne crois pas que je me sois permis une seule fois d'interrompre mes amis quand ils on ne vous parlaient. interrompt Et je plus. crois que la réciprocité devrait prévaloir. Absolument. en la Allez-y, matière. allez-y. Ça, si je vous ai écouté tout le temps, ça ne veut pas dire que Poursuivez j'ai été votre totalement analyse. d'accord avec vos développements. Poursuivez votre Mais moi, je suis... S'il vous plaît, madame, J'ai c'est le lui qui a la parole. devoir de vous écouter parce que c'est votre droit de citoyen Monsieur Ngoyi. de vous exprimer. Bien sûr, et, allez-y. donc, quand j'explique ça, je voudrais qu'on note bien l'avancée qu'il y a dans ce domaine-là par rapport à l'impunité des dirigeants. S'ils lisent bien le texte, ils m'en feront droit. Alors, deuxième chose, par rapport à l'alignement des mandats dont vous avez parlé. Oui. Il y a ici un souci, certes, de rationaliser l'architecture, le paysage politique partisan de notre pays, qui fait que, à titre personnel, par exemple, j'aurais été pour des élections générales, absolument, y compris le président de la République, mais vraiment dans un délai très court. Le gouvernement dit on aligne les municipales et les législatives. Qu'est-ce que ça veut dire, on les allie? On fait les élections même générales, moment, législatives, communales, municipales, locales, ensemble. avec une même durée de mandat. Le mandat, c'est 6 ans. 6 ans. Pour les députés. Pour les maires, c'est 6 ans. Et ces élections s'organisent en même temps. Cela va générer des économies d'échelle, c'est sûr. Ensuite, il y a l'élection du président de la République qui intervient à part. Mais je ne suis pas sûr que la lecture qui consiste à dire qu'avec le projet actuel et les minima posés pour que les partis bénéficient du financement public induit une disparition des partis qu'on a annoncé là. Au contraire, il s'agit de renforcer la pratique politique dans notre pays et de mettre fin à la pagaille que nous observons depuis plus de 20 ans, à savoir que pour un pays de 10 millions d'habitants, nous avons plus de 200 partis. Et je veux préciser que la réforme proposée par le gouvernement n'induit pas la disparition des partis, n'induit pas que nous aurons seulement des 3 ou 4, 5 grands blocs et que c'est fini. Il subsistera toujours des multitudes de partis, mais qui n'auront pas accès au financement public du fait des conditions posées, mais qui cependant, au nom de la liberté d'association, au nom de la liberté d'opinion, peuvent toujours exister et s'exprimer. C'est l'ambition du projet de gouvernement qui veut que nous ayons de grands rassemblements, donc favoriser le brassage davantage entre les fils du pays et les conditions cumulées du nombre d'élus minimum et du nombre de la provenance de ces élus-là par circonscription ne vise qu'une chose, favoriser l'avènement de grands blocs politiques dans notre pays. Je crois que je vous ai donné suffisamment de temps. On va avancer parce que si vous voulez réagir sur ce qu'il a dit, on va piétiner. C'est important. Mais très court, parce qu'il nous reste 5 minutes. Je suis surpris. Wow. Très rapidement. Non, je suis surpris qu'on cherche à justifier cela. On cherche à justifier ce texte-là. Cela quoi? L'alignement des mandats ou bien quoi? L'impunité. Bon, on ne va pas passer la soirée sur l'impunité. Non, c'est important puisque ça fait partie de l'évaluation et que le président lui-même a fait. Vous savez, dans le projet Nouveau Départ, dans sa globalité, le président pensait même qu'il fallait supprimer la Haute Cour de justice. Et je vais vous dire... Pourquoi vous dites-il pensait vous? Il y avait un document et il a fait campagne en nous disant cette institution-là n'a jamais fonctionné. Et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi elle devient une juridiction ad hoc. Bon, non, si vous permettez. Attendez, vous voulez me prendre mon temps. Oui, expliquez. Pourquoi elle est ad hoc? Alors, vous observerez que depuis... Je vais vous donner la parole. Vous observerez que depuis 23, 24 ans qu'elle est en place, la Haute Cour de justice n'a jamais jugé personne. Elle a essayé une fois avec... Elle devient ad hoc, elle va juger quelqu'un. Elle a essayé Elle a essayé une fois avec un ancien ministre et ça n'a jamais abouti. Vous observerez donc que, étant en place de façon permanente, elle devient une institution uniquement budgétivore. Or, il est attaché à ce projet de réforme, en même temps que le souci de la rationalisation du paysage, celui aussi de la maîtrise du train de vie de l'État. Et donc, quand elle devient une institution ad hoc, qui va être composée, cette fois-ci, non plus même de députés qui, au jour d'aujourd'hui, en font la moitié de la composition, les membres de la Haute Cour de justice ad hoc proviennent pour 3 de la Cour constitutionnelle et pour 6 de la Cour suprême, et ils sont tirés au sort par ailleurs. Plus de députés, c'est ça? Plus de députés à l'intérieur de cette Haute Cour de justice qui siégera à l'occasion de faits qui nécessitent
qu'elle siège. Et la facilité ici, c'est quoi? Ces membres sont déjà en place, ils viennent travailler, ils disparaissent. Demain, il y a un autre cas, ils viennent travailler, ils disparaissent. Et l'institution ne grève pas le fonctionnement de l'État de charges permanentes non justifiées. Monsieur Prince Aboudian. Je voudrais dire que une constitution que nous sommes en train de réviser ne doit pas créer la confusion. Je voudrais le dire et le repréciser. Où est la confusion? Mais on est confus déjà ici sur le projet, puisqu'on a dit non à l'occasion de la fonction, etc. Non, une constitution doit être claire, nette. Et je voudrais ajouter... Non, monsieur, on en vient, il faut qu'on en parle pour que les députés... Je dis, à l'origine, le président aurait souhaité, au cours de la campagne, qu'on n'aurait même pas ça et que tout le monde devrait aller devant le droit commun. C'était le principe. Et ça, la commission Diogbenou, et ça, c'était important que je le dise, la commission Diogbenou, au niveau du sous-comité équilibre des pouvoirs, a analysé de manière précise cette question-là. Et vous lirez, pour ceux qui ont encore le rapport, c'est sur Internet, au niveau de l'année 16, je voudrais vous lire les extraits. Le rapport dit, je cite, page 19, année 16, le rapport dit ceci: on ne peut sereinement juger ni ses amis ni ses adversaires. C'est l'intro. La commission a retenu donc que, à la page 19, la poursuite pourrait être désormais enclenchée par le parquet général pour l'enquête de police judiciaire, l'instruction et la mise en accusation faite par la chambre d'accusation en l'enfermant dans un délai court, 6 mois renouvelable une fois. Ouvrir la saisine aux citoyens et permettre l'autosaisine du parquet général. Et ensuite, la commission explique qu'il faut régler le problème de la dispersion des procédures. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans ce schéma de passer à la haute cour de justice, il y a d'autres citoyens que les autres tribunaux jugent et qui sont déjà en prison pendant que l'autre, il attend le vote politique là-bas. La commission a dit qu'il faut régler le problème de la dispersion des procédures par l'unicité de juridiction en disposant que les complices, je vais finir, oui, finissez vraiment. Les complices comparaissent désormais avec les auteurs principaux devant la haute cour de justice. Très bien. Page 19, année 16. C'est beaucoup. les commissaires qui l'ont dit. Le gouvernement essuie tout ça. Professeur Niamou, et puis fait une proposition qui nous ramène encore en arrière. Et j'ai une question, il faut qu'on avance, on va boucler l'émission dans 1 minute. Qu'est-ce que vous pensez de la suppression, je ne sais pas si c'est le mot qui est juste, ou de la disparition du Conseil économique et social? Alors justement, le Conseil économique et social, pour moi, on a parlé de la mais le Conseil économique et social est supprimé. Alors, Wilfried Léon Mbedi me dira que c'est pour rationaliser les dépenses de l'État. Mais dans le même sens, on a la création et d'une commission nationale de sécurité et d'un Conseil national de renseignement. Alors, composé des membres du gouvernement. Est-ce que ça ne laisse pas penser à une dérive autoritaire, à un État policier? Je ne sais pas, je n'ai pas dans le dossier, je ne peux pas vous dire ce qu'on y met, mais sachez que le Conseil national de sécurité, va pouvoir s'occuper des questions énergétiques. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va être des questions graves et donc dans le projet de loi constitutionnelle, cela est marqué. Non, laissez-moi terminer là-dessus. Donc, je veux bien qu'on dise qu'on n'a pas bien lu, mais nous avons pris le temps de lire et c'est parce que justement, ce qui est prévu n'est pas clair, n'est pas intelligible et ne participe pas de la stabilité que nous le relevons. Mais je voudrais dire 2 choses. La première chose sur les libertés. Nous avons, et c'est une conséquence de la loi qui bavarde, nous avons fait entrer dans la loi constitutionnelle, en tout cas nous proposons de faire entrer dans la loi constitutionnelle quelque chose qui participe de la communication politique, la suppression des manifestations. Mais le problème, c'est qu'on dit tout acte ou manifestation, notamment. Nous allons frontalement contre l'article 25 de cette même Constitution qui n'est pas touché. Ce qui veut dire que même si nous faisons tout le processus de révision,
le droit d'autosaisine de la Cour constitutionnelle lui permettra de revoir cette constitution-là. Et le gouvernement a pris sa revanche sur le contrôle a priori, puisqu'on a supprimé désormais à l'article 117 le contrôle des lois en général. Donc, vous voyez, il y a de belles choses dans le projet. Donc, je pense notamment. Bavarde, pas comme vous le dites. Non, mais le fait que la loi bavarde, ce n'est pas tant par rapport à l'intérêt, c'est l'intelligibilité de la loi, c'est l'accessibilité de la loi, la clarté de la loi. Et vous voyez que par les différentes façons de l'interpréter, la loi n'est pas claire. Monsieur Oumbeidi, on supprime le CES, comme elle le dit, on crée un Conseil national de sécurité. Et un Conseil national de renseignement. C'est pas budgétivore, ça. Alors, vous observerez que aussi bien le Conseil national de sécurité que le Conseil national... Et on reconnaît la chefferie traditionnelle aussi. Aussi bien le Conseil national de sécurité que le Conseil national de renseignement tel que prévu sont animés par des gens responsables qui sont déjà en place. Donc la question... Mais il y a un ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Allez aux États-Unis et vous trouverez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des questions intérieures. Ça ne les empêche pas d'avoir des agences chargées du renseignement et de la sécurité intérieure. Allez en France, vous en trouverez. Allez dans le même pays africain et vous en trouverez également. Mais je vais faire observer, il n'y a pas de conseil économique et social en France. Puisque la question, en France, ils ont un Sénat. Puisque la question... Non, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Et en plus, ils ont un Sénat. Mais je vais dire que, puisque la question du fonctionnement préoccupe, s'agissant du Conseil national de sécurité et du Conseil national de renseignement, il ne s'agit pas d'institutions nouvelles animées exclusivement par des gens qui sont recrutés et qui viennent y siéger pour avoir droit à des subsides. C'est des responsables qui sont en place qui les animent. Je veux rappeler également, par rapport à la Cour constitutionnelle, parce qu'on a dit qu'elle est dépouillée, l'indépendance qu'on veut lui donner fait qu'aujourd'hui, les politiques n'ont plus la même mise sur la mise en place de cette Cour. Ce sont des praticiens qui élisent les membres et qui les mettent en place. Très bien. Attendez une seconde. Je voudrais promettre aux téléspectateurs un engagement que je prends, mais j'en ai pas la responsabilité. C'est un souhait que le débat se poursuive peut-être le dimanche qui vient, si c'est possible. On va en discuter en une heure, on ne peut pas finir. Non, 2 secondes. Oui, vraiment, parce qu'on est à la fin de l'émission. Il y a quelques incohérences notoires que je voudrais relever rapidement. Très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Nous lisons dans le projet, malheureusement là, bien lu en tout cas en ce qui me concerne, nous lisons que la Cour constitutionnelle n'a plus le droit de proclamer les résultats. Vous ne trouverez pas les dispositions qui le disent. Est-ce que M. Oumbeidi... C'est un oubli. Deuxième chose... Attendez, monsieur, je donne la parole à M. Je vais répondre de façon claire. Et mon ami Agbojo ne me dira pas le contraire parce que moi je sais d'où je viens, et je sais où je vais et nous avons mené des combats. Il est arrivé à un moment donné dans ce pays. Est-ce que la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats? Il est arrivé ici des problèmes de lisibilité de l'action de la Cour par rapport à la Sénat. Vous devez vous rappeler de cela. Et nombre d'acteurs... Je voudrais signaler que la directrice de la télévision nous accorde une rallonge d'une dizaine de minutes et je la remercie infiniment. Alors, je dis que nombre d'acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient même observateurs, ont noté cette dichotomie de fonctionnement dans nos institutions par rapport justement à la gestion des résultats. Aujourd'hui, l'idée effectivement c'est de faire en sorte que la Sénat qui est en place, et nous avons un Sénat permanent, délivre les électeurs en proclamant les élections et que la Cour soit cantonnée dans son rôle de juge du contentieux des élections. Non, ce n'est rien de méchant. Attendez qu'il finisse. Vous avez fini? Je ne comprends pas. Monsieur Oumbeidi, vous avez fini? Oui, sur la question, j'ai fini. Non, je comprends. Alors faites-vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La Cour proclame les résultats du premier tour et du second tour, en tout cas les résultats définitifs. Oui. C'est la Cour qui proclame, après le contentieux. Ce n'est pas la Sénat qui va nous dire qui est président, c'est la Cour. C'est la Cour. Mais on n'a pas dit dans la Constitution que la Cour proclame. Vous parlez du nouveau projet. Du nouveau projet. Oui, mais ce que je vais expliquer. Non, la c'est-à-dire Sénat aura les prérogatives de proclamer les résultats. Mais à quoi sert le contentieux? La Cour, s'il vous plaît, il y a par exemple des pays Est-ce que dans le projet, M. Oumbeidi, dans le projet, j'avoue, moi je ne suis pas juriste, je l'ai lu en diagonale comme on dit, mais est-ce que désormais c'est la Cour, oui ou non, qui va proclamer les résultats? Je suis en train de vous le dire et de le marteler. D'accord. Et je veux faire observer que ça n'est pas une innovation béninoise. Et je fais partie de ceux qui, par le passé, en tout cas à un moment donné, ont même souhaité, ont analysé que ce serait pertinent de faire en sorte que la Sénat, qui mène
le processus donne les résultats. Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays où la Cour constitutionnelle... Non, on n'est plus dans ça, cher ami. Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays où, à un moment donné, alors que nous avons des huissiers qui sont des agents assermentés, dont les actes font foi jusqu'à inscription de faux, et que la Cour constitutionnelle a eu à balayer du revers de la main les actes posés par ces personnes, la réflexion a été accentuée. Aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est d'arriver à ce que la Sénat qui est en place proclame les résultats et que la Cour fasse le contentieux, ce qui, évidemment, laisse entendre que, en dernier ressort, c'est elle qui va proclamer à la fin du contentieux, c'est bien la décision de la Cour qui s'impose à tous. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à dire ça. Vous voyez avec moi que l'institution... On devrait l'écrire, c'est ce que vous dites. Puisque nous sommes mais puisque nous avons dit que le Parlement peut amender la Constitution, les députés vont peut-être apporter la clarification. Si nous faisons ce débat, nous le faisons pour que ça est clair. Bien sûr. OK, ça est clair. Nous avons dit que les députés peuvent amender le projet. Donc, ne pas le mettre peut être source de difficultés pendant cette période sensible. Nous pourrons avoir un Sénat qui se met de l'autre côté et qui déclare que, bon, selon lui, selon le résultat que la Cour, le contentieux de la Cour, eh bien, moi, j'ai trouvé que c'est M. Célestin Marat qui est président. Alors que nous ne sommes plus au résultat provisoire, nous sommes au résultat après les contentieux. Et puis, si vous lisez, vous verrez que tantôt, le président de la République peut prêter serment avant d'entrer en fonction. Vous pouvez encore trouver que le président doit prêter serment 24 heures ou 24 heures après ou 0 heure. Non. Il ne prête pas serment à 0 heure. J'explique bien que, et nous avons tous observé que chez nous, le président en exercice finit son mandat le 5 à minuit. Et que le mandat du nouveau président commence le 6 à 0 heure. Il est arrivé que nous nous interrogions entre 0 heure et la prestation de serment. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est abstrait, mais il y a comme une vacance abstraite. Un vide juridique. Non, un vide. Alors, ceux qui ont travaillé sur le projet ont estimé qu'il vaut mieux clarifier les choses en disant clairement que le nouveau président élu là, nonobstant le fait qu'il n'ait pas encore prêté serment, son mandat a réellement commencé à 0 heure et qu'il prête serment dans les 24 heures. Non, nous ne disons pas la même chose. L'article 47, dernier alinéa, dit il prête serment dans les 24 heures suivant son entrée en fonction. L'article 53 dit avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Il y a une incohérence. Il faut simplement lire. L'incohérence est où? Oui, il y a une incohérence. Expliquez-nous l'incohérence. Le texte dit que le président de la République prête serment dans les 24 heures. Oui. Et ce même texte dit, alors même que la matière de la proclamation des résultats n'est pas encore maîtrisée. L'indicateur là n'est pas encore maîtrisé. Mais dès lors que l'indicateur là n'est pas encore maîtrisé, comment fixer le jour des 24 heures alors même que l'autre disposition dit que c'est avant. Vous voulez apporter un éclairage? Oui, je pensais qu'en faisant une lecture combinée et croisée de ces deux articles, Prince Agoyan voulait relever une incohérence, à savoir que, mais s'il est élu, il n'a pas encore prêté serment, mais vous dites qu'il prête serment dans les 24 heures, et après, la formule sacramentelle est énoncée. Je pensais que c'est de ça qu'il est question, mais dans la pratique, le problème ne se pose pas puisque le président de la République prête un serment avant d'entrer en fonction. Et j'ai rappelé tout à l'heure que l'idée qui a sous-tendu la rédaction de cet article, c'est le fait qu'on s'est interrogé entre 0 heure et la prestation de serment, que se passe-t-il? C'est la résolution de ce que cela nous a amené à vivre, d'anxiété, d'inquiétude parfois, qui a juste amené à cette précision. Monsieur Ongwedi, une question avant que je donne la parole au professeur Nyamou. Vous avez été journaliste, vous avez interrompu un peu pour les fonctions que vous occupez à la présidence de la République. Donc, je peux vous considérer toujours comme un journaliste. Et la haute autorité de l'audiovisuel passe de 9 membres à 5. Qu'est-ce qui a conduit à ce changement et qu'est-ce que ça apporte à la presse de votre point de vue? Là, c'est le regard du journaliste que je demande. Mais je vous répondrai avec la plus grande sincérité qui soit. J'aurais, à titre personnel, comme d'autres, souhaité que les journalistes, là, soient plus représentatifs encore en termes de nombre.
Mais lorsque j'intègre... C'est pour des raisons budgétaires? Lorsque j'intègre justement la raison de la rationalisation du paysage institutionnel, la raison de la maîtrise des charges de l'État, je comprends l'option qui a été faite. Je la comprends d'autant plus que... Est-ce que le Conseil national de sécurité n'aura pas de charges? Mais non, s'il vous plaît. Elle aura ses charges, mais pas de la dimension de celles qui sont supprimées ailleurs. Je comprends cette réforme de la HAC d'autant plus que elle reste conforme à la promesse que le président de la République, candidat d'abord, a faite aux professionnels des médias, à savoir de leur assurer une représentation en nombre au sein de la HAC. Quand vous prenez le projet du gouvernement, actuellement nous avons une HAC de 9 membres. Désormais, elle passe à 5. Mais à 5, les professionnels des médias désignent directement 3 sur les 5. Mais sur les 9, ils étaient combien? Sur les 9, ils étaient combien? Sur les 9, ils désignaient déjà 3. Les politiques en désignaient autant. Donc ils étaient plus nombreux. Aujourd'hui, on a arraché aux politiques la possibilité d'en désigner en quantité supérieure. Parce que les politiques ensemble, cela faisait 6 sur les 9. Aujourd'hui, ils en ont 2 sur les 5. Et donc là-dessus, je crois que les professionnels des médias eux-mêmes sont satisfaits de cela. Par ailleurs, ils désignent 3. Les politiques 2, mais à l'intérieur, le président est élu par ses pays, il n'est plus nommé par le chef de l'État. Professeur Nyamou, on avance, beaucoup de Béninois nous regardent, il y a les intellectuels, mais il y a aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays, où il y a les têtes couronnées qui nous regardent, et le chef de l'État a pris la décision que désormais l'État reconnaît la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il reconnaît la chefferie traditionnelle. Et moi, j'espère que ceux qui nous regardent me pardonneront. Je crains que demain, il y ait une sorte d'explosion de royaume, micro-royaume, parce que chacun voudra être le chef. Voilà, je vous donne la parole. D'abord, je veux dire que je suis la fille d'un haut dignitaire des cultes tatars. Et donc, je suis très attachée aux traditions, à nos us et coutumes. Mais je ne suis pas sûre que la reconnaissance des chefferies traditionnelles ne donnera pas lieu à une instrumentalisation de ces chefferies traditionnelles. C'est quoi l'instrumentalisation? Que la politique les utilise, c'est ça? Bien sûr, nous l'avons constaté sur d'autres, même chez nous et sous d'autres cieux. Mais je veux dire, pour la question de la sensibilité du serment, ou l'interrogation, l'anxiété, est-ce que l'entrée en fonction est à minuit ou est-ce qu'elle est au moment de la prestation de serment? La Cour constitutionnelle a éteint le débat puisqu'elle a dit c'est la prestation de serment. Il faut se rappeler la jurisprudence avec le président Mathieu Kérékou. Il n'y a pas, pour moi, matière à anxiété là-dessus. Il faut être clair. Maintenant, quand vous parlez de chefferie, puisque nous sommes là-dessus, c'est vrai que c'est une façon d'ouvrir à ceux qui sont dans l'intérieur du pays, comme vous dites, encore que le roi d'Alada n'est pas à l'intérieur du pays, et je sais qu'il manie très bien la langue de Molière. Donc, c'est vraiment une envie de dire qu'on s'ouvre à l'international, enfin, à ceux qui sont à l'interne, et qui peut être appréciable. Mais je redoute l'instrumentalisation. La dernière chose que je veux dire, c'est par rapport aux meilleures pratiques. Nous sommes dans la révision, nous voulons réviser notre loi fondamentale. Je voudrais que nous regardions ailleurs les meilleures pratiques. Les pratiques électives au sein des hautes cours ne sont pas les meilleures pratiques. Ce qu'on élit au sein des hautes cours, en général, c'est une infime partie. Ce sont les instances politiques qui nomment dans les cours constitutionnels. Et je veux que dans cet élan-là, même dans la révision, dans le processus, on regarde les bonnes pratiques. Est-ce que ce n'est pas l'appropriation? Est-ce que ce n'est pas le rassemblement qui est beaucoup plus approprié? On va boucler. La directrice nous a donné quelques minutes, on ne va pas en abuser. On va finir, avant que je fasse le dernier tour de table, avec la polémique. On ne revient pas là-dessus, hein, mais dire quand même un mot sur le mandat unique. On a parlé de l'alignement des mandats, c'est vrai, mais on n'a pas dit quelque chose sur le mandat unique. À votre avis? La révision sur le mandat unique était, lorsque je l'abordais, je l'ai toujours abordé avec beaucoup d'intérêt pour moi et pour ce que j'observe dans la pratique, pour dire que le mandat unique, pour moi, était nécessaire si l'attelage que nous avons ne nous donnait pas un président surpuissant. Mais là, le mandat unique serait dangereux. Merci. On va faire le dernier tour de table avec une question simple. Quelles sont les chances de ce projet d'être adopté, Madame Nyamou?
Écoutez, puisqu'on parlait du mandat unique, je pense que de toute façon, même s'il est adopté et que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n'a pas changé sur le plan de la consolidation de la protection des droits de l'homme, sur le plan de l'équilibre des pouvoirs et donc de l'organisation des pouvoirs, la situation sera un peu compliquée pour que le test que nous avons tel qu'il est passe. Mais je pense que l'objectif du gouvernement, c'est aussi que cela soit amélioré. Et sur ce côté-là, encore une fois, il est nécessaire de regarder les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, parce que nous devons être fiers, nous devons toujours être fiers de notre Constitution. Monsieur Prince Aboyan. Je voudrais dire que je suis pour qu'on fasse la révision de la Constitution du Bénin, parce que nous ne pourrons pas faire 27 ans dans l'impunité. Je voudrais dire qu'il est nécessaire de faire la révision de notre Constitution, parce que je ne pense pas que les élus à qui nous confions nos mandats se permettent de nous tromper dans la transhumance. Je trouve qu'il faut faire la révision de la Constitution en élaguant les dispositions qui ne sont pas claires. Et donc, si nous rentrons dans cet état de choses, je trouve qu'il faut aller. Mais s'il faut aller faire une Constitution où notre président devient super puissant et peut aller même bloquer les lois de la République, prendre la possibilité, la mission confiée, la mission que le peuple a confiée à nos élus, et d'aller sur leurs compétences pour aller leur arracher cela, je pense qu'il faut tout de suite procéder à la révision, à l'amendement, que nous ayons un test qui soit vraiment un test qui nous valorise. Et je voudrais terminer pour dire... Terminer vraiment. Oui, vous voyez, il ne faut pas que si nous voulons légiférer, que nous nous regardons. Il faut regarder le peuple. Parce que lorsque vous légiférez en pensant à vous ou en pensant à l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien la roue tourne et ça va vous rattraper. Monsieur Omboyi, votre mot de conclusion. Sur le mandat unique, je voudrais faire observer que, là encore une fois, c'est la concrétisation d'une promesse du candidat devenu président de la République, Patrice Talon. Promis à son peuple qu'il ferait un mandat unique, qu'il réviserait la Constitution, il ferait réviser la Constitution en y intégrant le mandat unique. Il a fait la proposition désormais à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais également dire à ce propos que, en insistant quand même pour l'écrire dans le projet de Constitution, le gouvernement a considéré que la décision rendue par la Cour constitutionnelle, dans le contexte que nous savons tous d'adoption de la loi référendaire, visait non à permettre une prorogation ou une prolongation des mandats, et c'est dit que tant qu'on n'est pas dans l'idée d'en faire plus, cela pourrait passer. Et donc, je rappelle que voilà l'esprit qui a présidé à cela. Maintenant, c'est un projet d'initiative gouvernementale. Le gouvernement a joué sa partition. Le chef de l'État a tenu, et je peux vous assurer qu'il y a eu de longs débats. C'est en troisième délibération, en troisième lecture, que le gouvernement a adopté ce projet-là. Donc, il y a eu de longs débats. Parfois, ils ne se sont pas entendus. Sérieusement, professeur. Parfois, ils ne se sont pas entendus. Parfois, ils ont coupé la poire en deux. Le gouvernement a rendu sa copie. Toutes les prérogatives, désormais, sont aux mains de l'Assemblée nationale, de nos députés, qui vont nous dire s'ils prennent en considération ce projet, qui vont nous dire ensuite s'ils l'adoptent et qui nous diront, in fine, si, par le vote qu'ils auront émis, nous sommes contraints d'aller au référendum et les populations apprécieront. Merci infiniment. Décryptage du projet de révision de la Constitution envoyé au Parlement par le chef de l'État, c'est fini. Merci à ceux qui sont restés pour nous suivre de bout en bout. Merci surtout à la directrice de la télévision qui nous a accordé cette rallonge. Le débat va se poursuivre. J'avais comme invité professeur Dandi Niamou, agrégé des facultés de droit, Prince Aboyan, juriste, analyste... Serge Prince Aboyan, la nuance est très importante, juriste et analyste politique, et Wilfried Léon Ngoui, directeur de la communication à la présidence de la République. Merci à tous, merci à la réalisation avec l'équipe de Christelle Sagouan. À dimanche prochain.